Et salut tout le monde, la Maison du Grenat vous accueille pour parler aujourd'hui du match entre Metz et Malines. Victoire du FC Metz 1-0 grâce à un but de Farid Boulaya. Bon, c'est une victoire qui fait plaisir parce que la petite défaite 3-0 contre la Gantoise avait mis un petit coup moralement sur les joueurs quand même, hein, même si c'est un match de préparation. Gagner ce quatrième match de préparation, il en reste encore deux, donc c'était quelque chose d'assez important. Mission accomplie pour Metz sur le résultat. Sur le contenu, il y aura beaucoup de choses à redire, bien évidemment. Un match intéressant parce que, évidemment, on avait fait un live commenté de ce match. Vous avez été assez nombreux à participer à ce live, donc encore un grand merci à toutes ceux et toutes celles qui ont participé à ce direct. Bon, on peut dire que c'était assez compliqué, le match était comme à 10h30, il fallait se lever assez tôt pour commenter le match, mais c'est une bonne expérience et on refera cette expérience-là avec grand plaisir. En ce qui concerne du match contre Malines, petite chose à rappeler quand même, c'est que donc on va faire un débrief sur la rencontre, sur les points les plus importants. Bien évidemment, mon analyse n'est pas forcément l'absolue vérité. Le but, c'est que chacun puisse aussi apporter son point de vue sur comment s'est déroulée la rencontre, quelle a été la performance de tel ou tel joueur, et le meilleur moyen pour vous, c'est un peu d'être dans les commentaires. Vous allez dans les commentaires, vous mettez un commentaire sur cette rencontre, et puis comme ça on peut en débattre. Moi généralement je réponds à quasiment tous les commentaires qui sont mis sous les vidéos, donc vous pouvez faire cela, en plus ça nous aide pour le référencement, hein. Donc c'est toujours utile à la fois pour vous et aussi pour moi. Autre chose aussi, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, hein, c'est gratuit, le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo, ainsi que la cloche pour recevoir les petites notifications comme quoi une nouvelle vidéo va sortir. Et je dirais que si vous faites tout cela, on est parti directement sur le débrief. D'abord il faut contextualiser le match. Donc comme je l'ai dit précédemment, Metz jouait son quatrième match amical de la préparation, il reste encore 2 matchs à jouer, contre Dijon et normalement, je dis bien normalement, contre Strasbourg, hein, si tant est que le match est maintenu, ce qui n'est pas si évident que ça à l'instant où je fais cette vidéo là. Et donc Metz qui a affronté Malines. Malines, c'est une équipe qui a été 6ème du dernier championnat belge, qui va reprendre le championnat le 9 août contre Anderlecht, donc une reprise assez musclée. Et juste pour dire que voilà, les deux équipes sont pas du tout au même stade au niveau de la préparation. Metz va reprendre le championnat dans à peu près 3 semaines. Malines va reprendre son championnat dans à peu près 1 semaine. On n'est pas du tout sur le même niveau, je dirais, d'intensité, de fraîcheur physique entre les deux équipes. C'est ce qu'il faut retenir quand même. C'était quand même sur le papier un adversaire qui pouvait être assez intéressant pour le FC Metz, autant sur le plan offensif mais aussi sur le plan défensif par rapport à ce qui s'était passé notamment contre la Gantoise. Donc pour le contexte, on a fait un peu le tour. Si on passe directement au groupe de joueurs qui a été appelé par Vincent Ognon, quelques joueurs sont de retour, hein, Paul Delcroix et Habib Diallo, hein, très surprenant de le voir, vous allez me dire. Quelques joueurs sont blessés. Mathieu Hudol, Yadé et Wagner Diaz qui lui est en phase de reprise, il a déjà repris l'entraînement. Au niveau des autres joueurs qui sont absents par choix du coach, hein, on parle de Vincent Thiel, on parle de Ablaye Jallo, tous les deux sont annoncés sur le départ. Alors est-ce qu'ils partiront oui ou non? Bonne question. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils n'étaient pas présents dans le groupe convoqué par Vincent Ognon. Ce match a plusieurs objectifs. Premièrement, l'aspect tactique. Si on se réfère à ce qui s'est passé précédemment, le match contre Serein, on a vu un 4-2-3-1, le match contre Charleroi, on a vu un 4-3-3, et le match contre la Gantoise, on a vu le fameux 4-3-3 hybride qui n'a pas été forcément d'une grande réussite contre une équipe qui était mieux rodée, peut-être mieux équipée que nous, et qui nous a punis dans les erreurs que l'on a faites durant cette rencontre. Et donc la question c'était de savoir, est-ce qu'on va réutiliser une tactique utilisée durant la préparation, ou est-ce qu'on va innover à nouveau vers une 4e tactique? Donc ça c'était la première interrogation, et surtout l'idée de, ok, on va peut-être choisir une tactique là, on va la travailler sur ce match, peut-être sur les matchs suivants, et donc il faut commencer à prendre la chose très sérieusement. Qui
dit tactique, dit aussi joueur. Parce que si je décide de faire une tactique plutôt qu'une autre, ça va impacter le choix de mes joueurs. On a pu voir notamment lors des matchs précédents que certains joueurs avaient été testés à des postes qu'ils ne pratiquaient pas auparavant. Et donc c'était intéressant de voir si Vincent Ognon allait continuer à pousser ces joueurs-là, pas habitués à ces postes-là, vers ce nouvel apprentissage, parce que certains postes sont très compliqués à maîtriser. Et donc le but était de savoir quel allait être le choix des hommes de Vincent Ognon. Donc ça, je dirais, c'est l'aspect objectif de ce match, tactique, choix des hommes. Venons au match. Donc vous avez à l'écran les deux compositions. Une première composition là, en première mi-temps qui, bizarrement sur le papier, nous semble être un peu proche de ce que pourrait être tout simplement le 11 titulaire pour la première journée. À quelques exceptions près, puisqu'il y a notamment une incertitude, est-ce que Mathieu Hudol sera titulaire ou est-ce que ce sera Thomas Delaine. Il y a aussi peut-être une incertitude au milieu de terrain, qui sait. C'est assez vague encore sur le 11, même si quand on voit ça, quand on voit ce 11 de départ, on se dit ça pourrait le faire. Et donc c'était bien de voir cette composition, notamment de la première mi-temps, avec un truc assez similaire entre la première et la deuxième mi-temps, c'est le système. Le 4-3-3 est le système qui a été choisi sur cette rencontre, en très grande majorité. Juste, et je reviendrai après par rapport à l'aspect collectif, mais il est évolutif ce système, au fur et à mesure des situations, mais on est essentiellement sur un système en 4-3-3. C'est ça que je veux préciser à ce sujet-là. Finalement, entre la première et la deuxième mi-temps, on retrouve toujours les mêmes, je dirais, les mêmes éléments principaux. On va retrouver une sentinelle, deux milieux de terrain, des fois un milieu de terrain qui va être beaucoup plus dans l'aspect dézonage, c'est-à-dire qu'il va beaucoup dézonner, deux ailiers et un avant-centre. L'avant-centre qui, on va le voir, est quand même assez isolé sur toute la rencontre. Et je dirais que c'est parfait parce qu'on peut parler comme ça de la performance collective des deux équipes, de la première et deuxième mi-temps, mais aussi du système mis en place sur cette rencontre. Et ce qu'on peut dire, on va peut-être commencer par le moins pire, selon moi, la défense. La défense qui, sur ce match-là, a montré une très grande force dans l'axe. Malines a eu quasiment aucune vraie opportunité d'inquiéter, je dirais, Alexandre Oukidja ou Caillard en deuxième mi-temps en passant dans l'axe. Très très peu de possibilités, les joueurs de Metz sont très en place, la charnière centrale Boy, Braun a très très bien fonctionné, et ce qui fait que ça a été quasiment impossible pour Malines de passer dans l'axe. Qu'est-ce que décide donc de faire Malines? C'est de passer sur les côtés, et notamment d'utiliser un côté du FC Metz assez faible. C'est le côté de Thomas Delaine, parce qu'on sait que Thomas Delaine est très très bon offensivement, mais défensivement il a un peu du mal à résister au duel, je dirais. Et ce qui fait que Malines va vraiment essayer de passer du côté de Thomas Delaine et va essayer de beaucoup user de centres. Alors ça va être des centres rater, centres aériens. Tout ça pour dire que le FC Metz va beaucoup subir de centres, et c'est là où les actions les plus dangereuses vont vraiment arriver du côté de Malines, et donc Metz va avoir un peu de mal à gérer notamment vraiment le côté droit de Malines, qui est assez embêtant sur la première mi-temps. Il y a les coups de pied arrêtés aussi qui ajoutent un peu toute cette complexité sur les centres aériens. On en avait déjà parlé lors du match de la Gantoise, où on avait constaté que c'était très compliqué sur les phases coups de pied arrêtés d'être vraiment présent dans les duels et dans les centres également, à rater ou aérien. Quelquefois, Malines aurait pu profiter de ces actions-là pour marquer un but. Donc forcément, il faut faire attention pour l'aspect défensif. Je noterai une chose importante et j'en parlerai par la suite, mais certains mouvements de joueurs au milieu de terrain ont eu une influence sur la vulnérabilité à certains endroits de l'équipe de Metz. J'en parlerai après, avec notamment un peu une palette, mais il faut le souligner parce que beaucoup des fois de dézonage de la part de certains joueurs qui sont compensés par les latéraux défensifs, mais aussi par les ailiers. Et c'est sur ce point-là sur lequel je vais terminer pour l'aspect défensif. Les ailiers
dans un 4-3-3 ont un rôle très important parce que comme ils sont fixes sur leur couloir, ils doivent assister les latéraux qui des fois montent, et notamment Thomas Delaine, voire des fois effectivement les milieux de terrain qui y arrivent, des zones, et donc ça libère de l'espace, et il y a une très grosse tâche pour les ailiers dans l'aspect défensif. Et c'est pour cela que Opengate, on sait qu'il sait très bien faire cela et qu'il est parfait dans ce rôle-là, je dirais dans l'aspect défensif, quand Metz n'a pas le ballon. Et même un Farid Boulaya, c'était une qualité qu'on avait mis en avant lors de la saison précédente en disant que oui, effectivement, il était capable de faire un repli défensif et de marquer une présence dès que l'adversaire a la balle. Donc ça, je dirais que c'est l'aspect défensif, et on peut voir effectivement que par exemple Habib Maïga, pour le citer très rapidement, a quand même réussi à montrer une force aussi bien individuelle mais aussi dans le collectif, parce que voilà, il a su justement bien gérer la plupart du temps ce milieu de terrain là, ce qui contribue à la bonne solidité défensive de Metz, notamment dans l'axe. Ça c'est pour la défense, et pour l'attaque, ça a été très très compliqué. Le 4-3-3, le problème c'est que les deux ailiers et l'avant-centre, s'ils n'essaient pas de se rapprocher les uns vers les autres, ils sont très isolés, et donc forcément que ça devient très 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 compliqué d'essayer d'être efficace offensivement. Et le principal problème, c'est que votre avant-centre va être vraiment isolé de ses coéquipiers à droite et à gauche, donc sur les ailes, et très souvent va se retrouver entre guillemets encerclé par la défense centrale adverse. Et quand vous êtes un joueur physique, ce qui est le cas d'un joueur comme Habib Diallo, vous pouvez vous imposer. Et encore, quand vous êtes Nian, qui a certes une grande taille, mais qui physiquement a des fois du mal un peu à résister à l'adversaire, là ça devient très très compliqué. Et c'est pour dire qu'offensivement parlant, les dangers au final sont venus essentiellement des ballons longs depuis le milieu de terrain vers certains joueurs. Et d'ailleurs le but de Farid Boulaya vient justement d'une action, d'un centre long de la part de Maïga depuis le poste de sentinelle jusqu'au côté droit, contrôle de Boulaya qui rentre vers l'intérieur et qui met une lucarne. C'est un peu sur ça que Metz a voulu jouer sur l'aspect offensif, sauf que très rapidement les adversaires comprennent comment vous jouez et s'adaptent à ce niveau-là. Les latéraux ont essayé d'apporter, Thomas Delaine a essayé à de nombreuses reprises de monter, voire même il a fait je crois une action à l'entrée, même pas à l'entrée, dans la surface en première mi-temps. Il avait fait un tir qui je crois passe au-dessus. Donc les latéraux essaient d'être présents, Thomas Delaine davantage que Fabien Santonze, Fabien Santonze qui était blessé pendant un moment et qui justement était revenu pour le match contre la Gantoise, qui voilà redémarre tout doucement on peut dire, mais c'est vrai que dans l'accompagnement offensif des actions, on a senti vraiment des attaquants isolés, pas très soutenus par les milieux de terrain, et on va y revenir plus tard. Mais on a senti un peu voilà ce sentiment que l'on avait lors de la phase aller de la saison 2019-2020, c'est-à-dire une attaque un peu isolée avec des joueurs qui tentent des miracles, voilà, qui font des accélérations, qui tentent de faire des miracles tout seuls. Une fois sur 10 ça marche, mais 9 fois sur 10 ça marche pas quoi. Et donc ça explique que ça a été très très pauvre offensivement sur ce match. Bon, ça c'est un peu remarque collective sur la rencontre. J'aimerais m'attarder sur des points précis de cette rencontre. Et pour ce faire, vous avez notamment la chance d'avoir des palettes, je dirais, pour un peu étayer le propos que je vais justement annoncer lors de cette fin de débrief, parce que là on est dans l'aspect le plus intéressant au niveau de ce match. Premièrement, je dirais, pour venir notamment au but de Farid Boulaya, c'est plus en détail comme je vous ai expliqué sur les ballons longs. Voilà, vous avez très bien vu que justement on essaie de jouer très très long depuis, on va dire, le milieu de terrain, mais même ça va même très très bas dans le milieu de terrain, qu'on essaie justement d'organiser le jeu. Le but de Farid Boulaya l'a montré, Maïga centre la balle sur Farid directement, l'action se fait. Bon. Ce qui va se passer, c'est que Maïga peut effectivement participer à cette organisation depuis le milieu de terrain. Il y a un autre joueur qui, offensivement, va prendre quand même beaucoup de poids
dans l'organisation des actions du FC Metz, c'est Vincent Pajot. Et Vincent Pajot, donc là je vais parler de l'aspect offensif, et après on parlera de l'aspect défensif de Vincent Pajot, mais le problème c'est que comme Vincent Pajot redescend très très bas pour organiser le jeu, quasiment même des fois au niveau même de Maïga, alors que Maïga est censé jouer plus bas que Vincent Pajot, ça laisse quand même des trous entre l'attaque du FC Metz et le reste des milieux de terrain, voire même du latéral gauche, puisque Pajot est censé normalement être milieu gauche dans la disposition tactique mise en place pour notamment la première mi-temps. Et comme il n'est pas dans cette zone-là, entre l'ailier gauche et on va dire le latéral gauche, ça laisse un trou. Et c'est tout simplement le phénomène que je vous décris, c'est-à-dire que comme on n'a pas de solution proche pour essayer de démarrer l'action, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit l'ailier, voire un latéral, mais certainement l'ailier, redescend très très bas pour demander à jouer sur lui pour que justement la transmission puisse se faire facilement et rapidement. Soit vous tentez une autre solution, mais qui est très très compliquée, c'est de jouer long. Alors oui, ça marche pour Maïga sur Boulaya, et Boulaya le transforme en but. Mais très souvent quand vous faites ça, vous n'arrivez pas à vraiment exploiter les actions offensives de manière optimale. Et il se passe, et c'est encore pire pour un joueur comme Nian, par exemple, qui lui, pour autant, même s'il il a une certaine mobilité, reste essentiellement en tant qu'avant-centre et isolé par les défenseurs adverses. Et si vous tentez de jouer long sur lui, il perd très vite le pied parce qu'il est bien entouré par la défense de Malines. Et malheureusement, pourquoi je parle de ça? Parce que ça me rappelle un épisode un peu triste. C'est le match de Coupe de France contre Rouen, d'ailleurs qui était le premier match de Pajot avec le FC Metz, et on avait vu un Vincent Pajot qui ne laissait pas vraiment, je dirais, Endoram prendre le jeu à son compte pour essayer d'orienter le jeu. On a vu par la suite que Endoram a réussi justement à passer ce cap-là, et lui, en tant que sentinelle, a réussi à vraiment distribuer le jeu beaucoup plus efficacement. Mais le match de Rouen, c'était le symbole où Vincent Pajot redescendait au niveau de la sentinelle pour distribuer le jeu. Et le problème, c'est que comme il dézonait son côté central gauche, si l'on veut, pour justement distribuer le jeu, ça fait ce que je vous dis, ça veut dire que on constate un manque de lien entre l'attaque et le milieu. Et ça, malheureusement, c'est très préjudiciable, notamment dans le match contre Rouen, parce qu'offensivement, contre Rouen, on est assez invisible, en partie à cause de ça. Mais sur ce match-là, ça s'est vu aussi. C'est pour ça que on en revient à ce que je vous dis sur les attaquants isolés du côté de Metz, quoi. Et l'histoire, c'est que autant ça peut être un peu facile, peut-être pour certains joueurs de se débrouiller, autant avoir un joueur qui dézone comme ça peut être embêtant, surtout, je dirais, dans l'aspect défensif. Parce que l'aspect défensif, vous voyez très très bien que quand Vincent Pajot va dézonner sur une action et perd la balle, et que l'action peut très rapidement basculer sur la droite de Malines, donc la gauche du FC Metz, Vincent Pajot n'étant pas là, ça laisse une énorme zone qui peut être exploitée par, je dirais, par l'adversaire, et je dirais c'est pas anodin si en première mi-temps, la majorité des actions de Malines sont lancées côté droit de Malines, donc le côté gauche du FC Metz. Et qui c'est qui est censé être côté gauche du FC Metz en temps normal, c'est Vincent Pajot. Mais comme il dézone beaucoup, il n'est pas présent. Et donc il y a un manque de soutien défensif, et on a eu le cas de figure où Delaine doit un peu se démerder en 1v1 contre le latéral adverse qui en plus était très très embêtant. Et comme vous le savez, Thomas Delaine n'est pas forcément un as de la défense, donc très souvent mis en difficulté par le latéral de Malines. Et c'est là où c'est bien d'avoir quelqu'un qui organise le jeu, mais si on décide à un moment donné de mettre par exemple Maïga en 6 et qu'on sait que Maïga peut organiser le jeu parce qu'il a une très bonne technique, parce que pour aller lui prendre la balle il faut y aller, il a une très bonne conservation de balle également, il faut laisser Maïga le faire. Il ne faut pas redescendre si bas et ne plus avoir ce lien avec l'attaque. Et défensivement, le problème c'est que derrière, si vous perdez la balle, défensivement vous êtes vulnérable.
Donc ça c'est un peu le principal problème que j'ai eu notamment avec Vincent Pajot, chose qui m'a un peu, je dirais, embêté sur ce match. Autre élément aussi que j'avais remarqué, et que certains ont relevé, c'était qu'en deuxième mi-temps, à un moment donné, et j'étais assez surpris quand on m'avait dit ça, donc j'ai dû regarder le match à nouveau pour m'en assurer, mais on a l'impression effectivement que Metz fait un changement tactique et n'est plus en 4-3-3 mais en 4-1-4-1. Et sur le coup, c'est que moi ça m'a intrigué que certains parlent de cela, donc j'ai été regarder un peu en détail. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, Malines cherche à tout simplement revenir dans le match et donc décide de par les latéraux d'avoir un bloc beaucoup plus haut que d'habitude. Et pour avoir un bloc beaucoup plus haut que d'habitude, il demande notamment aux latéraux d'être un peu plus haut que d'habitude. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les ailiers de Metz, notamment au moment où on a Nget qui est à gauche et Ambrose qui est ailier droit. Donc c'est en deuxième mi-temps, je parle. Comme les latéraux adverses sont très très hauts et qu'en fait ils font du marquage individuel, bah vous vous rendez compte qu'en fait il y a effectivement quasiment 4 milieux de terrain, alors qu'en réalité il y a 2 milieux de terrain et 2 ailiers, mais on a l'impression qu'effectivement il y a 4 joueurs qui jouent au milieu de terrain avec Maïga en sentinelle, un peu plus en retrait, mais qui des fois est sur la même ligne, hein, ça peut arriver. Et donc effectivement on a l'impression que c'est un 4-1-4-1 qui a été décrété et que voilà. Là où j'ai une réserve, c'est que ça c'est sur la phase défensive, c'est-à-dire quand Metz n'a pas la balle, d'accord ? Pas quand Metz a la balle, parce que quand Metz a la balle, on peut voir que finalement on retrouve les deux ailiers de Metz qui montent assez haut pour accompagner, pour essayer d'apporter le danger. Et là par contre on voit que les milieux de terrain ne suivent pas. Ils ne suivent pas vraiment, la montée des deux ailiers plus de l'avant-centre. Et donc on en revient donc au 4-3-3 et on en revient à l'une des difficultés qui est que si les milieux de terrain ne suivent pas les attaquants, et ben c'est très difficile d'être menaçant parce que vous n'accompagnez pas les actions et l'adversaire lui par contre va faire son repli défensif et donc vous êtes très vite en infériorité numérique alors que vous pourriez peut-être profiter, comme en plus c'est une action de contre, très souvent d'une supériorité numérique. Et donc c'est là où justement, pour un peu clore le débat, je dirais sur le sujet, on parle plutôt moi je parle plutôt d'un faux 4-1-4-1. En fait il est situationnel tout simplement au fait que les latéraux de Malines sont montés beaucoup plus haut et qu'il y a eu un ordre d'être sur un marquage individuel, ce qui fait que les ailiers en fait sont redescendus au niveau des milieux de terrain. Mais c'était pas, je pense, un choix désigné de dire maintenant Nget et Ambrose vous passez milieu gauche et milieu droit. Voilà. Je pense que c'était juste situationnel. Raison pour laquelle on est arrivé à cette incohérence tactique par rapport au fait qu'on était sur un 4-3-3 depuis le début du match. C'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Autre point à dire assez important et qu'il faut souligner, c'est par rapport au milieu de terrain autre que Pajot. Je pense notamment à Boubacar Traoré, Tchibembe et Angban. Donc comme vous l'avez remarqué, comme j'ai dit précédemment, Maïga étant au poste de sentinelle, on se retrouve donc forcément avec un Angban qui est placé dans un milieu de terrain, donc dans ce milieu de terrain à 3 joueurs, mais un milieu de terrain plus sur le côté droit. Et c'est ce que va faire Angban sur la première mi-temps. Il va rester sur le côté droit. Il va quasiment à très très peu d'occasions dézonner. Il va même compenser quand Maïga et surtout Pajot vont faire un peu les fous et vont dézonner dans tous les sens. Il lui arrive des fois de reculer très très bas au niveau d'un poste de sentinelle presque, pour compenser un trou laissé par le fait d'avoir un Maïga plus haut que d'habitude ou un Pajot pas à son poste habituel. Et donc il a un rôle quand même qui est assez défensif sur cette rencontre, on peut dire Angban. Boubacar Traoré, c'est un peu l'inverse. Boubacar Traoré, par contre, je l'ai trouvé beaucoup plus offensif qu'un Victorien Angban. Boubacar Traoré qui n'a pas forcément un pied extraordinaire pouvant faire des changements d'aile, par contre qui a un jeu très très court et il n'a pas peur d'aller vers l'avant. Il a la balle, dès qu'il a la balle, il va vers l'avant, il tente de porter le danger vers l'avant, c'est l'une de ses qualités.
Donc c'est très encourageant, j'ai vu que certains l'avaient remarqué. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il est aujourd'hui une option viable pour être dans la rotation. C'est un peu ce que j'avais dit sur le match de Charleroi. Il est vraiment un joueur qui peut gratter des minutes parce que il a un profil de milieu de terrain beaucoup plus offensif, et ça va dans le sens où je vous dis justement que avoir des milieux de terrain qui accompagnent les actions et surtout qui accompagnent les attaquants, les ailiers, l'avancante, c'est très important. Pajot a eu quelques fois du mal à le faire vu qu'il redescendait très très bas. Avoir Boubacar Traoré, c'est très très bien parce que lui, s'il va vers l'avant, il aide les ailiers et l'avant-centre à porter le danger vers l'avant. Donc avoir un milieu comme ça, c'est très très bien. Chipembe, c'est encore une phase de rodage pour lui. Il vient d'arriver. On sent qu'il est un peu mis à mal par le fait que, comme je vous l'ai dit, Pajot monopolise beaucoup la balle dans l'organisation. Donc il va falloir qu'il lâche un peu plus la balle maintenant passant Pajot, comme j'ai dit. Et le problème, c'est que comme il monopolise beaucoup la balle dans l'organisation, Chibembe, qui est pour moi plutôt un bon organisateur par rapport à ce que j'ai vu notamment à 3, est un peu privé de ballon, et donc il peut moins porter de ballon. Et donc il va faire le service minimum, mais clairement, l'une de ses qualités qui peut apporter le danger vers l'avant, c'est compliqué effectivement parce que il faut donc qu'il y ait une décision par rapport à son placement. Là, aujourd'hui, il a un placement qui pour moi est un peu prudent pour le moment. Est-ce qu'il ne doit pas plutôt essayer de faire en sorte de jouer au contact des attaquants pour être plus menaçant? À voir, mais il est encore en phase de rodage, c'est un peu compliqué pour lui pour le moment, mais pas de pression sur lui comme on l'a dit, hein. Il n'est pas prévu qu'il soit titulaire pour le début de saison. On verra bien. Clairement, on verra bien, mais juste chose importante, c'est que Chibembe ne dézone pas. Chibembe reste bien sur son côté, donc le côté gauche, hein. Un peu la même remarque qu'on avait fait pour Victorien Angban. C'est des joueurs qui vont pas dézoner, et Pajot et un peu Maïga sont un peu les deux seuls joueurs qui aujourd'hui s'autorisent à dézoner, notamment pour l'organisation du jeu. Voilà. Donc c'était un peu, je dirais, l'aspect à relever dessus. Très rapidement, pour terminer ce débrief-là, juste quelques petits points assez rapides. Donc Delaine, 90 minutes sur ce match. À voir dans la concurrence avec Mathieu Hudol, hein, parce que mine de rien, aujourd'hui Hudol a pas eu trop de temps de jeu sur cette préparation. Delaine, est-ce qu'il marque des points? Offensivement, oui. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, même si pour moi la raison des difficultés défensives est plus une raison collective qu'une raison individuelle. Mais aujourd'hui encore, c'est très compliqué de dire qui c'est qui va commencer le prochain championnat. Donc ça, c'est un peu pour le poste de latéral gauche. Et juste un dernier point sur le poste d'avant-centre. Nian qui ne marque pas. Ça, encore une fois, on le dit très bien, c'est de la préparation. Ça veut absolument rien dire, hein. Je veux dire, Habib Diallo avait fait une préparation d'avant-saison assez compliquée, et au final il a fait une très très bonne saison à Metz, quoi. Donc c'est pas un peu boule de cristal, je dirais, ce qui est en train de se passer avec Nian. Il a quand même de la pression parce qu'on lui a dit qu'il serait titulaire, hein. Il faut juste qu'il soit beaucoup plus accompagné, et je pense que sur ce match-là, si on aurait dû peut-être modifier les choses, il aurait fallu qu'il sorte du marquage en fait des défenseurs de Malines qui sont restés énormément sur lui, et qu'il justement décide d'aller vers les ailiers pour faire un jeu court et en fait pour accompagner ensemble l'action dans l'entrée de la surface. Le problème, c'est qu'en étant comme il était, c'est-à-dire très isolé de ses ailiers et de ses milieux de terrain, il s'est mis entre deux défenseurs, il a rien pu faire. Donc c'est peut-être un manque, je dirais, de lucidité tactique de la part de Nian, ou même du coach, hein, qui lui dit peut-être pas de bouger vers les ailiers. Et ce qui fait que son match était très très compliqué. Pareil, il faut voir, hein. Aujourd'hui, Ambrose sur ce match a joué en tant qu'ailier, il n'a pas joué en tant qu'avant-centre. On sait que Ambrose est numéro 2. Attention quand même, il faut que ça vienne tout doucement, il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il doit améliorer. Et s'il comprend ça, il va énormément progresser et il va réussir à être impactant peut-être dès les premiers matchs, hein. Donc, à voir en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour pour ce petit débrief avec des points un peu généraux sur
le match, des points un peu plus précis sur certains joueurs ou sur certaines zones. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si il y a un point de mon analyse que vous trouvez faux, me dire pour quelle raison. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter au sujet de ce match par rapport à l'aspect tactique, par rapport à la performance de l'un et des autres joueurs. Petit rappel, le FC Metz a encore 2 matchs amicaux à jouer. Ce qui veut dire qu'on se retrouvera certainement pour un prochain live pour le match contre Dijon. D'ici là, comme je l'ai dit, vous avez les commentaires pour vous exprimer. Vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne. C'est gratuit, c'est en dessous de la vidéo, le petit bouton s'abonner. Ça ferait énormément plaisir que vous puissiez nous soutenir. Tout ce que je peux vous dire, c'est portez-vous bien, faites attention, les masques. Portez-moi ces masques, s'il vous plaît. On se retrouve pour soit un live, soit un prochain podcast. Passez une bonne journée et allez le FC Metz.